travailler sur une scène de crime. On va prendre le temps donc de décortiquer, décomposer de toute façon possible imaginable, bien entendu. Installez-vous, je vous en prie. Et on va petit à petit déduire le profil du criminel, d'accord, en appliquant trois choses. Un, ce que vous avez pour beaucoup appris par vous-même, que ce soit à l'UFR de criminologie, que ce soit votre expérience professionnelle, que ce soit votre expérience de vie. C'est la première source d'information. Et puis, il y a les expériences de vie. J'entends par là que quand on regarde une photo, vous avez forcément un ressenti très personnel. En vous disant, est-ce que c'est terrible? Est-ce que c'est sanglant? Est-ce que c'est sadique? Est-ce que c'est au contraire doux, calme, tranquille, reposant, presque l'absence de crime? Quand on regarde cette image qui pourrait être autre chose qu'un crime, etc., etc. Donc, première source d'information, vous, dans ce que vous avez appris à ce jour, sans aucune autre chose en dehors de l'Institut, en dehors d'ici. Deuxième source d'information, le bon sens. Un bon enquêteur, un bon analyste, quelqu'un qui pourra même transmettre dans un tribunal, dans une cour, doit essayer de parler simplement. De pouvoir se dire, effectivement, si je vois ça, il me semble que c'est ça, parce que c'est ça, parce que ça me semble évident que c'est ça. Le bon sens, c'est ce qu'on appelle le bon sens, qui est accessible même à des non-sachants, même à ceux qui n'ont pas fait un doctorat, même ceux qui ne sont pas gradés d'une profession particulière. Le bon sens a autant de valeur, en vérité, je vous le dis, qu'un expert. Vous pouvez par exemple dans un tribunal dire il a une paranoïa psychotique à versant schizophrénique, amenant à une cyclothymie dont l'aspect borderline frise avec la psychopathie. Le bel expert que voilà devant un tribunal sera sans doute un grand sachant et un grand savant aux yeux apparemment du monde, mais il aura manqué quoi? La simplicité. De convaincre son auditoire. Il faut le savoir être pédagogique. Et un enfant de 5 ans va vous dire, vous voyez, de 5 ans, hein, pour le bon sens, ce que tout le monde pourrait comprendre finalement, un juré qui n'est pas forcément un spécialiste de la criminologie, quelqu'un, voilà, du public, vous dit, ça, déjà, où est le sang? Je vois aucun sang. Ça ne me paraît pas violent et sanglant, cette histoire. Vous me suivez? C'est évident, c'est simple, c'est du bon sens. Ça convainc tout le monde. D'accord? Donc, votre expérience, le bon sens, et troisièmement, ce que nous allons apprendre ensemble. Le bon sens veut que, dans n'importe quelle enquête, on requiert toutes les informations. On récolte donc le maximum d'informations. Or, nous savons statistiquement, grosso modo, que dans une enquête normale, en moyenne, on prend à peu près 30-35% seulement des informations sur une scène de crime pour résoudre l'enquête. Ça veut dire qu'on passe à côté de près des 3 quarts des éléments nous permettant d'analyser et de résoudre cette affaire. Pourquoi on arrive à un chiffre aussi bas? Eh bien, sans doute parce qu'on n'a pas ou peu de bon sens, qu'on n'a pas ou peu de compétences, ou pas ou peu de moyens. Mais toujours est-il que, puisqu'on a donc une photo, on va essayer de maximiser les éléments. Et donc, si on a ne serait-ce qu'une photo,
on doit absolument ressortir tout de cette photo. Absolument tout ce qu'on voit. Et au-delà, retenez bien, un grand principe dans la vie, et en particulier en criminologie, le tout et son contraire. Le tout et son contraire, c'est qu'on doit avoir des informations qu'on voit, qu'on sait, mais on doit aussi répertorier tout ce qu'on ne voit pas et tout ce qu'on ne sait pas encore. C'est aussi capital. Par exemple, regardez sur cette photo. Qu'est-ce que je vois? Un plan délimité. Mais qu'est-ce que je ne vois pas? Ce qui est en dehors du cadre. Qu'est-ce qu'il y a là? 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 Et au-delà, qu'est-ce qu'il y a sous le corps que je ne vois pas? Qu'est-ce qu'il y a sous les pieds que je ne vois pas? Qu'est-ce qu'il y a sous la tête ou derrière ce petit plastique apparent que je ne vois pas? Répertorier autant les informations qu'on ne voit pas que celles qu'on voit. Ensuite, c'est ce qu'on va appeler entre nous, retenez bien, le plus évident et le plus visible. C'est ce qu'on voit. Le plus évident et le plus visible. Mais, le contraire, c'est ce qui est le moins évident et le moins visible. C'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on ne sait pas. Et entre les deux, il y a deux autres possibilités. Le plus visible, mais le moins évident. Le plus évident, le moins visible. Prenons un exemple. Le plus visible, c'est que par exemple, elle a ce petit gilet ou sweat, cette personne, sur elle. C'est évident qu'elle a quelque chose qui ressemble à un sweat. Par contre, ce n'est pas du tout évident de savoir exactement ce que c'est. D'accord? On ne sait pas avec évidence si c'est un pull, un gilet, quelque chose de léger, quelque chose de propre, de pas propre d'ailleurs, même si ça semble plutôt propre. Bref, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. C'est pas évident. Par exemple, vous vous dites, moi je vois un truc ici. Un dessin. Une petite figurine. Je reconnais effectivement de manière visible qu'il y a du rouge, du blanc, du jaune, du marron, en gros. Mais après, qu'est-ce que ça représente? Il y a des informations qu'on perçoit de manière visible, mais qui ne sont pas évidentes, qui ne sont pas claires. Et donc, il va falloir les vérifier, les approfondir, les regrouper. D'accord? Et l'inverse, c'est le moins quoi? Évident, mais le plus visible. Alors, c'est quoi le moins évident, le plus visible? Voyons voir. Il me semble que j'ai une personne qui a un corps en entier. C'est ce que je peux voir. Il y a bien des pieds, il y a bien des jambes, il y a bien des cuisses, il y a des fesses, il y a une taille, il y a une tête, en gros. Donc c'est un corps a priori entier. Donc même si je ne vois pas, parce que même si je ne vois pas ici les cuisses qui sont derrière, je ne vois pas le sexe qui est là, je ne vois pas, mais je me dis, grosso modo, il y aura bien une partie des jambes derrière, une partie des cuisses qui sera derrière, une partie des trucs qui sera derrière, une partie du ventre qui sera derrière. Donc, c'est pas visible, mais c'est évident qu'il y a des cuisses. C'est pas visible, mais c'est évident qu'il y a un ventre. C'est pas visible, mais c'est évident qu'il y a la face antérieure des pieds qu'on ne voit pas mais qui sont bien. Vous me suivez? Ainsi, si, avec bon sens, en analysant une scène de crime ou une photographie quelconque, vous vous imposez 4 classifications d'informations. Le plus invisible, le plus évident. Le plus visible, le moins évident. Le plus évident, le moins visible. Le moins visible, le moins évident. Vous imposez ça. Alors, vous allez répertorier un maximum d'informations, plus en tout cas que si vous ne vous imposiez pas cette méthode. Et donc, c'est parti, je vous écoute. J'aimerais d'abord que dans un premier temps, vous me disiez ce que vous voyez de plus évident et de plus visible. Qui se lance? Donc, on peut partir par exemple des pieds, on monte le corps,
tranquillement, on va déjà se focaliser sur le cadavre ou sur la personne et on va donc prendre les informations. Qu'est-ce que je vois là? J'écoute. Quelle couleur de chaussettes? Bleu. Est-ce qu'il n'y a que du bleu? Non. C'est du blanc. Quelle forme a le blanc? Rayure. Exact. Est-ce que donc les chaussettes vous semblent propres ou sales? Dégradées ou pas? De manière visible. Il y a des traces évidentes de souillure, de terre, de tout ce que vous voulez, ou au contraire, ça a l'air plutôt propre et non sali. Plutôt propre. Ok? Ici, nous avons donc ça. Très bien. Là, c'est quoi? De manière visible et évidente. C'est le bas des jambes. Ok? Et là, est-ce qu'il y a à l'évidence des blessures? Visibles, évidentes? Non. Donc on se dit que globalement, pour l'instant, de ce qu'on voit de ce bas des jambes, il n'y a aucune blessure apparente. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on voit là? C'est quoi ça? On va zoomer pour voir un petit peu ce qu'il en est éventuellement. C'est quoi ça? Oui? Pantalon retroussé. Soyons plus précis. Est-ce que c'est un pantalon retroussé de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur? C'est ça. De l'intérieur vers l'extérieur. Très bien. Ok? Est-ce que ce que vous voyez du bas du pantalon est plutôt propre ou pas? Plutôt propre. Très bien. Et d'ailleurs, pour l'instant, de ce que je vois d'ici jusque-là, tout apparaît plutôt propre. Il n'y a pas de traces particulières, en tout cas visibles. Ok. Maintenant, on va continuer jusque-là, on n'a pas fini. Ici, vous voyez donc un pantalon. Un pantalon de quel type? Est-ce que c'est par exemple un pyjama? Est-ce que c'est une robe? Est-ce que c'est quoi? Un jean. Un jean de quelle couleur donc? Bleu. Est-ce qu'il est plutôt moulant ou est-ce qu'il est plutôt large? Moulant. Est-ce qu'il est plutôt plié ou pas plié ou bien tendu? Allô? Un peu plié, effectivement. Et surtout plié où? Là? C'est ça? Donc c'est plutôt, voilà, au joint des genoux. Très bien. Donc ça paraît logique. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Très bien. Jusque-là, excusez-moi, je ne vois rien qui puisse me laisser à penser qu'il y ait eu un crime, ou une violence même, ou une blessure. On est d'accord? Maintenant, regardons un petit peu plus près. Est-ce que les jambes sont jointes ou écartées? Jointes. Est-ce qu'elles sont très jointes, sans un espace entre les jambes, ou est-ce qu'il y a un espace? Il y a un léger espace? Oui, il y a un léger espace là, effectivement. Mais en dehors de là, c'est bien collé. Et même là, c'est bien collé. Est-ce que c'est selon vous une position normale? C'est-à-dire, est-ce qu'un cadavre, tel qu'il serait allongé sur le sol de cette façon-là, aurait cette position? Non. Non. Absolument. En tout cas, pour l'instant, on observe. Voilà, ça c'est une première remarque. Nous sommes dans l'observation. On classe les informations telles qu'on les voit ou telles qu'on ne les voit pas. Car attention, je vais mettre tout de suite cette remarque. Si on va trop vite en déduction, on peut aller dans des hypothèses qui ne seraient pas plausibles, correctes, justifiées, fondées, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on maximise les informations, un peu comme si on rassemblait dans un premier temps toutes les pièces d'un même puzzle et on écarte celles qui n'appartiennent pas à notre puzzle. Le tout et son contraire. Donc on rassemble pour l'instant toutes les informations dont on est sûr, sur lesquelles on va pouvoir travailler. Et ensuite, les pièces du puzzle vont s'assembler les unes aux autres de manière cohérente et ce sera encore plus facile.
de faire des déductions une fois qu'on aura toutes les informations. Donc nous avons ici les pointes des pieds, on est d'accord, puisqu'ils sont là, les pieds sont là, les pointes, d'accord? Et là, tu relâches tout. Relâche. Qu'est-ce que vous observez? Un boulevard. Un boulevard. Or, ce que nous voyons ici est ça. Ça. Clair? Or, un corps mou, un corps normalement disposé, même en sommeil, ferait, relâche tout, facile. Clair? Cette position du corps n'est donc pas naturelle. Regardez bien les pieds, oui. Oui, ils sont l'air très comme ça, pointus, très tendus. C'est tellement vrai que si vous preniez une règle, une droite, vous pourriez quasiment, vous voyez, depuis la cheville jusqu'à la pointe des pieds, en gros, tenir cette droite. Méthodologiquement, toutes les hypothèses qui peuvent expliquer ce que l'on observe. D'accord? Et on retiendra la meilleure hypothèse, celle qui nous convaincra tous ou qui sera justifiée par la science. Mais, le pourquoi, c'est trop tôt. Encore une fois, il faut avoir plus d'informations. Ça, c'est quoi? Vous voyez, je l'ai un petit peu agrandi. Qu'est-ce que vous observez? Ça peut ressembler à quoi? Oui, il y a un dessin sur la chaussette. Et ça ressemble à quoi, ce dessin? On dirait quoi? Un enfant, c'est vrai. Avec quoi sur la tête? Ouais, on dirait un petit bandeau rouge, vous savez, avec un petit nœud derrière, un truc comme ça, mais on peut, oui, penser à un bonnet. Ici, c'est quoi? Parce qu'on a dit jaune, quelque chose en tout cas qui appartient à son. Et ça, c'est quoi? Difficile de savoir. On retombe dans le non évident. Mais globalement, c'est une figurine d'enfant. Ça fait penser à quoi? À des chaussettes d'enfant. Est-ce à dire que notre victime est un enfant? Déduction beaucoup trop précoce. Maintenant, concentrons-nous, si vous voulez bien, sur les proportions. Est-ce qu'il vous semble que les pieds sont de proportions à peu près normales par rapport aux jambes et par rapport à ce qu'on voit? Parce qu'il n'y a pas, je sais pas, un phénomène de nanisme, c'est-à-dire quelqu'un qui est plus petit que la moyenne, quelqu'un qui est plus, voilà, anormal, handicapé, difforme. Non, oui. Non. On a plutôt affaire à quelqu'un qui est globalement bien proportionné. Quelqu'un de normal, quoi. Bien. Est-ce qu'elle a été blessée aux jambes? De ce qu'on voit pour l'instant, rien d'évident. Est-ce qu'on regarde un petit peu là maintenant? On va un petit peu regarder, voyez, on doit regarder la loupe, partout, etc. Est-ce que vous voyez de manière évidente, un peu partout, s'il y a quelque chose qui pourrait faire penser au crime? Est-ce que vous voyez du sang? Est-ce que vous voyez une arme? Est-ce que vous voyez un objet personnel appartenant à la victime ou appartenant à un agresseur, un autre individu? Non, en fait, vous n'avez que des herbes, de ce que l'on peut voir, même si on ne voit pas tout. Mais de manière évidente, en tout cas, on ne voit rien en rapport avec un objet personnel ou autre appartenant à la victime ou appartenant à un tiers. Ok? Bien. Maintenant, réfléchissons. Ces herbes sont-elles couchées de part et d'autre du corps? Oui ou non? Ces herbes sont-elles couchées, c'est-à-dire affaissées? Oui ou non? Pas évident. Par exemple là, vous dites c'est couché là? Là c'est couché là? Pas sûr. Là c'est couché là? Pas sûr. Et pourtant, Dieu sait si ça va être important, parce que si elles sont couchées, ça veut dire que peut-être le corps a été déplacé, peut-être que les gens se sont
eux-mêmes déplacés autour du cadavre. Mais si c'est pas couché, comment ils font? Ils jettent le cadavre, ils le lèvent et puis ils le déposent, ou alors ils hop, ou alors la personne a fait hop, toute seule, avant qu'elle décède, qui sait? Il y a plein d'hypothèses. Mais le fait qu'elle soit couchée ou non va impacter notre raisonnement par la suite. Ouais. Bon. Vous voyez d'autres choses à dire? Moi, je vois un petit trou ici, mais il n'est pas très évident. Et maintenant, je vous amène à une autre question, qui relève de l'observation, un peu déduite, il est vrai, c'est pourquoi le bas du pantalon a été retroussé? Pourquoi le bas du pantalon a été retroussé? Maintenant, soyons clairs. Dans l'observation, notez bien, il y a toujours ce qui est factuel, il y a toujours ce qui est pratique, il y a toujours ce qui est symbolique. Voilà. Un gendarme, un policier normal, il va d'abord sur le factuel. C'est-à-dire, factuel veut dire les faits. J'observe que factuellement, il y a ça. Et ça s'arrête en gros là, au départ. Maintenant, raisonnement pratique. Pratique, ça veut dire à quoi ça a pu servir de manière pratique. Est-ce que, de manière pratique, ça permet d'être en contact entre l'auteur et sa victime? Est-ce que d'un point de vue pratique, ça permet de ne pas laisser de traces et d'indices? Est-ce que d'un point de vue pratique, c'est confortable ou utile pour transporter un cadavre? Est-ce que c'est pratique parce qu'il y a quelque part une manière de serrer les jambes en ayant une poigne suffisante pour la maintenir bien serrée finalement? Vous voyez, il faut imaginer des scénarios utiles, pratiques. C'est pas uniquement en factuel. À quoi ça peut servir? Mais après, ça peut être aussi symbolique. Donc, si je ne vous ai pas dit que ça pouvait être pratique pour, par exemple, transporter un cadavre, du style, je prends ici, et puis, je me balade avec, peut-être qu'un agresseur malade, fou, pathologique, délirant, ayant un peu de psychologie criminelle, vous voyez, dans la tête, peut-être que il a une image dans sa tête qui fait que quand il a retroussé ça, il trouve ça beau. Quand il a retrouvé ça, ça lui fait penser à quelque chose de son passé. Quand il a retroussé ça, il trouve ça peut-être marrant, drôle, excitant. Peut-être que c'est un fantasme sexuel pour lui, qui sait. On ne sait pas au départ. Mais il y a peut-être une dimension psychologique qui nous échappe, que lui seul dans sa tête connaît, pour avoir fait un comportement de ce style-là. Parce que ça c'est clair, retrousser le pantalon n'est pas, en première hypothèse de travail, le fait d'une victime ou le fait d'un cadavre qui se retrouve comme ça sur le sol. Il faut l'action, soit de la victime, soit de l'auteur, soit d'un tiers, sur le pantalon, pour qu'il se retrouve anormalement retroussé. Et donc dans l'action de quelqu'un, quel qu'il soit, il y a une raison, il y a une motivation. Et c'est là où rentre la psychologie criminelle. On n'est plus dans le factuel, on n'est plus dans le bon sens, on n'est plus dans le pratique, on est dans pourquoi psychologiquement il l'a fait, à quelle motivation cela répond. Y a-t-il éventuellement une pathologie derrière? Y a-t-il une dimension qui nous échappe et qui est loin d'être celle qui nous est apparente? Peut-être même que cela cache royalement le contraire de ce qu'on croit. On croit que ça permet à transporter le cadavre, mais peut-être effectivement que c'est un fantasme sexuel. Au début, vous n'en savez strictement rien. Et c'est pour ça que le temps de l'observation, le temps des hypothèses, on l'ouvre grand dans son esprit.
Malheureusement, l'histoire veut que nos habitudes, nos traditions parfois même, notre manière de penser, le fait qu'on fasse toujours la même chose, la routine de notre travail, nous amène à penser à peu près la même chose. Vous allez toujours dans la même direction. On est déjà orienté par notre fonctionnement professionnel. On est orienté peut-être par la hiérarchie. On est orienté par le plus évident. On est orienté par le plus apparent. Non. Gardez bien à l'esprit que vous devez ouvrir tout le champ des possibles. Tout le panel des possibilités au départ. Pour ce faire, il y a du factuel, il y a du pratique, il y a du symbolique. L'expression, en tout cas, d'une motivation et d'un esprit criminel. Maintenant, allons plus loin, dans le pourquoi. Dans le pourquoi. Pourquoi avoir serré tout ça? Réfléchissons. On peut laisser un cadavre pendant, cool, tranquille, mais au bout du compte, il l'a serré et il l'a tendu. Pourquoi serrer et tendre un corps? Je vous écoute. Pourquoi vous auriez les doigts tendus, par exemple, les mains comme ça tendues? Pourquoi vous le feriez comme ça? Parce que c'est pas naturel. Alors pourquoi le criminel a voulu peut-être laisser ce cadavre tendu, serré? Ça donne, disons, l'apparence de liberté ou l'apparence d'emprisonnement? C'est fermé ou ouvert selon vous? C'est libre ou c'est pas libre? J'écoute. Dans une dimension psychologique, c'est quoi? A priori. C'est fermé. Évidemment que si c'est naturel, c'est libre. Si vous rassemblez tout, si vous tendez tout, alors la personne semble étriquée, enfermée. Un peu comme un arbre tendu. Vous suivez? Alors après, par déduction, on peut se dire, si on va dans les hypothèses psychologiques, il a voulu dominer, contrôler la victime pour en faire exactement ce qu'il voulait et la rendre à sa merci pour qu'elle ne soit qu'un truc tendu. Peut-être. Mais peut-être aussi qu'il a voulu la respecter. En se disant, un peu comme les morts, vous savez, qui sont morts donc, et qui attendent d'être enterrés, et ils sont allongés, calmement, bien alignés, bien les jambes croisées, bien les bras croisés, pour que vous soyez dignes auprès de tous vos proches qui viennent pleurer pour vous avant que vous soyez dans votre dernière demeure, sous terre. Ouais? Vous voyez, donc on peut dire toujours le tout et son contraire. Mais gardons l'esprit. Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? En question. Mais si on arrive à le décrypter, alors on rentre maintenant un peu dans sa tête. On saura à peu près à qui on a affaire. Ouais? Oui, c'est ça. Alors, là, déjà, est-ce que c'est serré? Oui, serré. C'est serré. C'est tellement serré qu'on voit quoi? C'est ça, on voit l'arrêt des fesses. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre également tellement c'est serré? La plissure. Et ne voit-on pas aussi la culotte? Hein? C'est-à-dire que vous voyez à quel point c'est... Pour en arriver là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à la fois serrer là, et puis on sent bien que c'est serré là, pour qu'on puisse voir autant ce qu'il y a sous le jean. Vous suivez? Donc clairement, c'est pas normal. C'est-à-dire que c'est trop tiré et trop tiré, au point que ça plisse et que ça fasse apparaître ce qu'il y a sous le jean. Clair? La déduction voudrait que pour que ça en arrive là, c'est qu'on ait trop tiré sur le pantalon. Qu'il y a une action de nouveau de la victime ou de l'auteur pour en arriver là. Ouais? Maintenant, c'est quoi ça? J'écoute. C'est quoi? C'est une petite ceinture. C'est une petite ceinture qui est blanche et rouge. Et qu'est-ce qu'on observe sur cette ceinture qui passe néanmoins par quelques anses du pantalon? Est-ce qu'elle est bien mise ou il y a quelque chose qui tombe par en haut?
Elle est pas bien mise. Elle est mise comment? Est-ce qu'elle est tirée? Non. Ou pas? Non, elle n'est pas tirée? C'est ça. Voilà. En fait, ça fait comme des boucles. Il y a deux boucles. Alors vous dites, pour que une ceinture normalement serrée, normalement fermée, vous tenez peut-être même, fasse une boucle, qu'est-ce qu'il faut? Pour qu'elle soit tirée, imaginez que vous ayez une ceinture autour de votre pantalon, et ensuite, pour que vous arriviez à l'enlever et à faire deux boucles de part et d'autre derrière le dos. Est-ce que la ceinture elle est fermée ou elle n'est pas fermée? Elle n'est pas fermée. Oui, ça c'est une déduction. Mais c'est une déduction de bon sens. Pas besoin d'être un grand expert pour dire ça. Et si elle n'est pas fermée, ça veut dire qu'elle a été défaite. Et si elle a été défaite, du fait de la victime, du fait d'un tiers. Forcément. À voir. Maintenant, je répète, allons sur les trois terrains. On vient de décrire du factuel. D'un point de vue pratique, à quoi ça pourrait servir? À déplacer la victime. Et comment on fait ça? C'est ça. Comme vous avez un sac que vous prenez avec une anse, d'accord? Comme vous avez un sac que vous prenez avec une anse. Okay. C'est plus facile effectivement de déplacer le cadavre sans le... Ça ne veut pas dire, attention, pensons déjà un peu polystechnique et scientifique, qu'en prenant à main nue la ceinture, il y ait des traces ADN épithéliales qui vont se retrouver s'il y a assez de transpiration, de contact avec. Mais bon, on n'est pas encore là. L'idée c'est que, d'un point de vue pratique, ça peut servir à ça. Mais ça peut servir aussi à quoi? Déshabiller peut-être la victime si c'est pas fermé. Le côté pratique, ça peut être donc à quoi ça sert aussi? À déshabiller, à transporter le cadavre, quoi donc également? Réfléchissons. On a quelque chose de distendu, détendu, et on a quelque chose de serré, tendu. Vous dites, mais maintenant, si j'essaie de voir ça de manière presque esthétique, artistique, symbolique, vous dites, ça pourrait être quoi? C'est joli, c'est pas joli? Ça fait des frisettes de cadeaux, des rubans de bonbons. Vous voyez, vous pensez à tout. Mais c'est un peu, vous voyez, ce petit côté frisé, un petit peu coloré, qui met un petit peu en relief, vous voyez, les fesses. En se laissant aller un petit peu, vous voyez, à l'imagination qui porte à ça. Peut-être que c'est une autre symbolique, par exemple, il avait eu avant une relation sexuelle avec une femme, il avait une dizaine d'années, 15 ans, 20 ans, il lui a enlevé donc la ceinture de cette façon-là, et elle s'est refusée à elle, au point qu'il en a été fixé de manière traumatisé, que c'est resté dans son esprit de manière dure et inflexible, et qu'il a voulu un jour se venger sur cette femme en reproduisant ce qu'elle avait fait, mais en contrôlant cette fois-ci lui les choses. En disant, tu m'as fait ça un jour, maintenant je te fais ça aujourd'hui. Raison psychologique, raison symbolique, raison très personnelle. Vous me suivez? Bien. On finit avec la description. On a appliqué avec elle rapidement. Qu'est-ce qu'elle a sur elle? Est-ce que c'est rangé ou c'est pas rangé? C'est ordonné ou c'est désordonné? Ordonné ou pas? Oui ou non? Merci. Ordonné ou pas? Oui, non, oui, non? Non. Regardez, ici c'est plutôt droit, ici c'est plutôt moulé, tendu, jusqu'au bout des orteils, alors que là ça devient quoi? Ouh, on tourne complètement à 90 degrés.
gauche, donc si vous avez quelque chose de très droit, vous allez ouh. Ici, c'est plutôt propre, c'est plutôt bien tendu, c'est plutôt bien serré, et là, ça devient un peu le chiffon. Ouais. Donc, il y a une sorte de différence entre le bas du corps et le haut du corps. Pour le désordre. Élément, facteur, désordre. Ça, c'est quoi? Le 2 étant bien entendu un cavalier que les policiers scientifiques mettent pour identifier de quoi il s'agit dans leur élément réfractaire. Il semble, vous voyez, on est à l'exemple type d'un élément visible mais pas évident. C'est un exemple type ça. C'est visible parce qu'on voit bien qu'il y a une espèce de plastique, ou quelque chose qui ressemble sur la tête, ou à l'endroit de la tête, mais c'est pas évident de dire que c'est un vrai plastique. C'est pas évident d'ailleurs de savoir s'il y a vraiment une tête en dessous. Tant que vous n'avez pas enlevé ce qu'il y a dessus, c'est difficile de savoir s'il y a une tête. Vous ne pouvez pas le savoir. Avec évidence. En tout cas, ce qui semble bien être, c'est que c'est assez transparent ou translucide pour qu'on voit l'extérieur ayant une forme de plastique et quelque chose de plus sombre en dessous, laissant à penser qu'il y a bien autre chose de plus sombre. Et pourquoi pas une tête? Là, on a deux membres, a priori, tendus, mais cette fois-ci écartés. Et dans un sens plutôt, voilà, opposé. Ah, voilà une bonne chose. Reprenons de nouveau un peu de hauteur. Là, nous avons une observation factuelle. Le pratique, on a vu globalement ce que ça voulait être. Réfléchissons maintenant un peu plus en pratique. Quel est l'intérêt pratique? À quoi ça peut servir de tirer les bras? À quoi ça peut servir de tirer les bras? Déplacer. En tirant par le bras. Possible. Est-ce qu'on a voulu la déshabiller? Dans ce cas-là, on essaie d'enlever. On peut se dire aussi qu'elle a été déshabillée puis rhabillée. Et dans le rhabillement, il y a une forme de désordre. Peut-être. On a fait la va-vite, on était un peu excités, c'était pas vraiment le moment pour jouer au top modèle, version esthétique à 100%. On l'a fait à la va-vite, un peu désordonné. Le rhabillement, pas forcément le déshabillement, le rhabillement. Autre hypothèse. Avez-vous une quelconque blessure ou apparence visible de quelque chose étant en rapport avec la mort? Non. Non. Par contre, vous avez ici une main qui est comme ça. Ça, c'est pas normal. Si vous êtes reposé, comme tout à l'heure, mais non, elle est comme ça. Tendue de nouveau. Presque à 90 degrés, perpendiculaire. Qu'est-ce que c'est que cette forme? On dirait presque, chez les singes, de cette crispation qu'ils ont dans les mains, parfois. Comme les gorilles, vous savez? Vous pensez? Hypothèse. Alors, on a fait le tour en gros, et on voit bien sur cette photo que tout a été plus ou moins délaissé sur la partie haute dans l'environnement proche. Je veux dire par là qu'il n'y a pas eu d'affaissement majeur, alors qu'ici, il semble bien qu'il y ait eu un affaissement. Ici, il semble bien qu'il y ait eu un minimum d'affaissement de l'herbe. Donc, peut-être que l'auteur, ou les auteurs, ou la victime se sont déplacés avant d'être reposés. D'ailleurs, à bien y réfléchir, a-t-elle été traînée ou déposée? A-t-elle été traînée ou déposée? J'écoute. Quel est votre sentiment? Après, on essaie de l'expliquer. Votre sentiment est qu'elle a été
déposé. Pourquoi? Parce que s'il avait été traîné, il y aurait plus de traces, égratignures, dégradations, terre et autres éléments plus sales qu'on ne voit absolument pas de manière visible sur ce corps et sur ses vêtements. Donc, la première hypothèse de travail, sans exclure les autres, est plutôt de se laisser à penser qu'elle a été déposée. Alors, si on réfléchit bien, et on va maintenant aller sur le symbolique, si vous voulez bien, c'est-à-dire sur la psychologie criminelle, sur l'idée que se fait le criminel de cette œuvre, de cette pose, de ce positionnement particulier de la victime. Je vais vous lancer des mots-clés. Vous allez voir à quel point c'est important de rentrer dans cette dimension psychologique, de la psychologie criminelle, de la psychologie d'investigation, qui est souvent sous-estimée. Première question. Est-ce que ce crime, tout simplement, vous semble être un crime ou ne semble pas être un crime? Quand vous voyez la personne. Vous dites, je vais vous simplifier la tâche, est-ce que vous pensez que cette personne pourrait dormir ou a vraiment été tuée? Tuée. Et qu'est-ce qui vous laisse à penser qu'elle a été tuée? Parce qu'elle se trouve dans une position naturelle. Ouais. C'est vrai qu'elle ne se semble pas dans une position naturelle. Et puis le lieu aussi. Le lieu, très bien. Le vêtement glissé. Les vêtements glissés désordonnés. La raideur. Pardon? La raideur. La raideur, absolument, la tension qui est tout à fait anormale, ça on est bien d'accord. Mais si on se laisse aller, encore une fois, à l'apparence globale, générale du corps, le positionnement général. Je répète, est-ce que vous voyez du sang? Est-ce que vous voyez une arme du crime? Est-ce que vous voyez une quelconque violence ou blessure? Vraiment. Est-ce que vous voyez même la cause de la mort? Voyez-vous de manière évidente une cause de la mort? Non. Voyez-vous l'expression d'une souffrance chez la victime? Vous savez, chez certains cadavres, on a par exemple des yeux terribles, exorbités, ou crispés de souffrance. Est-ce que vous voyez ce genre de choses qui se dégagent de ce cadavre? Non. Est-ce que vous avez même un cadavre qui peut apparaître désarticulé, un peu comme si on l'avait balancé d'une voiture ou dans un précipice, vous voyez, qui serait culbuté, qui arriverait un petit peu dans une position anormale, vous voyez? Non, vous n'avez même pas ça. Est-ce que le cadavre est propre ou sale? Il est propre. C'est un crime un peu particulier quand même. C'est pas en tout cas le crime auquel on pense d'emblée. Le truc sanglant, le truc cadavérique, le truc qui serait avec une arme sur la scène du crime, avec peut-être, vous voyez, le sang qui est en train de s'écouler autour de la tête. C'est vraiment ce rôle. Et je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous pensez que celui qui a fait ça est un sadique qui aime violenter sa victime, prendre son temps à la torturer, lui infliger des sévices innommables, ou serait-ce plutôt quelqu'un qui veut cacher les blessures, veut cacher la mort, veut cacher sa culpabilité, et qui, quelque part, pourrait bien, après avoir fait tout ça, connaître sa victime? Sadique ou respectueux? Sadique ou respectueux? Respectueux. Et s'il est plutôt respectueux, alors on est bien d'accord que ça n'a pas grand-chose à voir avec un tueur de Daesh. Ça n'a pas grand-chose à voir avec un barbare sorti de l'hôpital psychiatrique qui va en découdre avec ses tortionnaires de toujours. Ça n'a pas grand-chose à voir même avec un commando d'élite qui va débarquer
et qui va donc s'acharner sur les villageois jusqu'à ce que viol et mort s'ensuivent. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous pouvez déjà éliminer, en première hypothèse de travail, grâce à cette dimension symbolique, psychologique, une partie des plus barbares, des plus sadiques, des plus tortionnaires, des criminels. Et au contraire, vous focalisez sur celui qui aurait une raison principale pour respecter ce cadavre. Quelque part un peu l'humaniser, faire comme si elle n'était pas morte, faire comme si elle était encore en vie, faire comme si elle était, mot-clé, en mouvement. En mouvement. Rentrons maintenant, si vous voulez bien, dans une autre dimension symbolique, qui est qu'est-ce que la victime pourrait faire dans une vie normale si elle était encore vivante dans cette position-là. Imaginez-la en train de faire une activité dans cette position-là. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? La danse classique. De la danse classique. Natation. Oui. En fait, quelque chose qui est en rapport avec une extension. Et là, on comprend mieux, peut-être. Dans l'hypothèse d'une danseuse classique, reprenons cette première hypothèse, quels sont les pieds en pointe? Quelles sont aussi les jambes jointes? Pour être particulièrement tendue et gracieuse dans son mouvement et dans son élan. Quelles sont les jambes, et plutôt les bras, pardon, et les mains tendues pour exprimer une position artistique. Mais allons aussi sur le terrain peut-être du sport. Dans quel sport elle pourrait se retrouver si elle était vivante? Imaginez-la debout. Elle est en extension. Elle a les mains qui sont donc comme ça. Elle pourrait faire quoi comme sport? Du volley?